La télévision du Vivre Ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Eco-Business, votre magazine hebdomadaire consacré aux dynamiques économiques à travers le triangle national, l'Afrique, voire le monde. Au menu de cette édition, nous parlons importation, une véritable épine pour les économies africaines, particulièrement l'économie camerounaise. Comment comprendre que les pays africains, l'Afrique en général, qui regorge d'un énorme potentiel sur le plan agraire avec les plus vastes terres arabes à l'échelle du monde, l'Afrique qui a ce potentiel, comme le disent tous les analystes, ce potentiel à nourrir le monde, l'Afrique peine à se nourrir elle-même. Conséquence, les importations alimentaires, pas seulement alimentaires, on parlera également du volet des meubles, on parlera également du volet vestimentaire. Les importations explosent sur le continent africain. On fera toujours référence au cas du Cameroun avec des approches comparatives sur d'autres pays. En faisant un tour d'horizon, mesdames et messieurs, produit par produit, on parlera de riz, on parlera de céréales, on parlera de poissons. Je l'ai dit tout à l'heure, on parlera également de l'industrie vestimentaire, on parlera également des meubles. Rappelons, on le sait très bien que le continent africain regorge de vastes ressources sur le plan forestier, mais l'Afrique peine à s'investir dans le domaine de la transformation du bois, à offrir des meubles de qualité à sa population. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de la thématique. Une thématique qui sera décryptée par trois panélistes de choix. Tous les trois sont aguerris aux questions d'économie et précisément aux questions de production et la thématique de l'importation leur sied au premier chef. Je m'en vais vous présenter le premier invité, Joseph Malary-Lundu. Il est économiste, consultant, mais également c'est un entrepreneur agricole. Joseph Malary-Lundu, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous aussi, je suppose. Ils sont en santé. D'accord. Je veux dire, vous êtes entrepreneur agricole, vous êtes économiste d'abord à la base, consultant, mais les questions d'agriculture, de production, on va dire, c'est votre première activité. J'avoue que c'est une passion. Je ne suis pas ingénieur agronome, je ne suis pas particulièrement formé dans ces filières-là, mais je m'intéresse énormément à l'agriculture. D'autant plus que ceux qui font l'agriculture dans nos pays ne connaissent pas grand-chose de l'agriculture, c'est-à-dire les gens dans les villages. Ils plantent des choses pour leur survie, leur subsistance, mais en réalité, ils ne connaissent pas ce que c'est que faire l'agriculture de qualité, faire l'agriculture d'exportation, faire la production de masse. Mais ça relève des techniques qui sont des techniques industrielles et agro-industrielles, maîtrisées généralement par des ingénieurs et autres. Donc je me suis exercé en agriculture, notamment dans la tomate, notamment dans le cacao, notamment dans les produits maraîchers d'une manière générale. Et je me suis rendu compte que c'était un domaine très passionnant. Et d'ailleurs, je me suis demandé, tout le monde devrait être agriculture, enfin, devrait savoir planter quelque chose. J'ai dit par exemple que nous avons, dans une ville comme Yaoundé, vous savez que dans une ville comme Paris, l'essentiel du maraîcher est cultivé dans les maisons des gens. C'est-à-dire chacun fait son petit verger. On peut également à Yaoundé ou à Douala ou dans nos grandes villes, nous avons suffisamment d'espace pour faire nos vergers, n'est-ce pas, pour commencer à réduire même déjà cette importation qui, ma foi, parfois laisse un peu perplexe. Vous savez que le Cameroun importe du maïs, des choses comme ça. On fera le tour de raison. Donc, il me semble qu'il est important qu'aujourd'hui chaque Camerounais devienne un agriculteur
d'une manière ou d'une autre. Qu'il ait une certaine connaissance des plantes, de leur utilité, de comment est-ce qu'on fait pour les gérer. Il y a des enfants qui ne savent pas. L'enfant vous demande, papa, on cueille l'ananas ou bien ils ne savent même pas comment on récolte l'ananas. Ils ont ça dans leur assiette. Donc il y a toute une culture de l'agriculture dont on a besoin dans notre pays pour que l'agriculture sorte justement des méandres d'une activité réservée à des gens moins nantis, à des gens que la société, des citoyens de seconde zone. Très bien. Merci une fois de plus. C'était notre invitation. Le deuxième invité, docteur Ebodé Blaise Sylvain. Sylvain Blaise. Sylvain Blaise, expert agro-silvo-pastoral, ancien cadre du ministère des Pêches et l'Élevage, de l'industrie alimentaire, directeur du développement des productions. Oui. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Serge. L'honneur m'est choix de pouvoir m'exprimer ce soir à Info TV, votre chaîne. Je remercie tous ceux qui ont permis que cela puisse se faire. Et j'espère que tout à l'heure, nous aurons à contribuer de façon assez intéressante, afin que tous ceux qui nous écoutent puissent tirer profit de tous les propos que nous allons avancer. Mais de prime abord, je voudrais quand même dire que tout cela se passe dans un contexte de Covid-19 qui a fragilisé toutes les économies du monde, y compris les nôtres. Et comme nous avons plus évolué dans la vie, dans tout ce qui est élevage, agriculture, pisciculture, je voudrais à chaque fois que c'est possible contribuer aussi longtemps que c'est possible sur ce secteur-là. Et quand on mange le poisson ou la viande, souvent il y a du riz, il y a du macabo, donc je peux peut-être aussi ajouter un mot sur le riz, la qualité du riz, son origine, et pour le maïs. Et si jamais demain nous devons nous adapter à tous ces changements, quelles peuvent être les alternatives qui se présentent à nous? Et je vais enfin terminer par tout ce qui est évocation des changements éventuels que nous devons impérativement avoir dans nos politiques. Parce qu'on ne peut rien faire dans ce bas monde sans tenir compte des politiques qui sont mises en place. On est dans une cuvette qu'on appelle un monde planétaire, un village planétaire. Tout se tient. On n'évolue pas seul, on n'évolue pas en vase clos. Même si vous avez tout chez vous, si le voisin n'a rien à manger, soyez sûr que vous aurez une pression. Donc c'est pour ça peut-être que nos chefs d'État ont voulu maintenant qu'on soit ensemble. Vous l'avez dit à l'introduction, je pense que nous allons y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci également. On profitera certainement de votre expertise en tant que scientifique, mais surtout en tant que haut responsable de l'administration publique. On pourra évaluer les politiques publiques telles qu'elles sont mises en place ici au Cameroun et ailleurs. Oui. Dans votre scientifique. Troisième invité, mesdames et messieurs, à répondre présent à notre invitation, Georges Meka Abosolo, ingénieur agronome économiste, directeur du Fonds Afrique Investissement, directeur Afrique du Fonds Agriculture Investissement. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Serge Pau. Vous allez bien? Très bien, température à 37 degrés, on continue de porter un masque et de nous laver les mains. Comment on peut avoir une température à 39 degrés lorsqu'on est ingénieur à 37 degrés? Ça veut dire que vous êtes cool lorsque votre pays, lorsqu'on est ingénieur agronome et votre pays dépense un peu plus de 200 milliards pour importer du riz. C'est une température corporelle et non du système. Très bien. Alors, je m'en vais vous interroger. Je commence par vous, Georges Meka. Le docteur Eboda évoquait tout à l'heure le contexte de la pandémie Covid-19. Mais il faut rappeler que le véritable paradoxe, c'est qu'en réalité, du fait de cette pandémie, les importations ont plutôt chuté du fait de la cessation de certaines livraisons, mais également en raison de la chute des devises dans certains pays, tels que le Nigeria, qui exporte essentiellement du pétrole. On peut dire d'emblée que le Covid-19 a mis les pays africains face à leur réalité en termes de production. Si le monde continue à être coupé des autres continents, on peinerait avant la fin de cette année à nourrir nos populations. Oui, dans une certaine mesure, le monde entier est affecté par cette pandémie. Quoique je penserai à l'historique du développement agricole en Afrique, ce n'est pas le premier défi que nous avons. Nous avons
avec ou sans cette pandémie, nous avons un défi de production agricole, de transformation agricole, qui existe bel et bien depuis les années 60, justement, dû aux politiques agricoles qui ont été balkanisées dans toute l'Afrique. Et René Dumont l'avait déjà dit, lui-même ingénieur agronome, l'Afrique est mal partie. Et 40 ans, 50 ans, 60 ans après, face à une démographie galopante, nous n'arrivons toujours pas à nourrir nos populations. Donc le Covid n'est que venu, je l'espère, et c'est mon vœu, réveiller les esprits sur la nécessité de relancer, de refonder, de restructurer le développement, la production agricole, les valeurs ajoutées. Elle nous fait vivre en quasi-autarcie depuis bientôt la mi-mars, notamment au niveau du Cameroun. C'est une agriculture qui fait face à ses propres défis internes. Et pour moi, la petite agriculture, pour relever le défi, la petite agriculture est terminée. Elle est en euthanasie. Il faudra désormais accroître les superficies de production agricole pour justement produire davantage à l'échelle et réduire les importations qui grèvent sur nos budgets et politiques de développement. On exporte très peu, on importe beaucoup et nous avons, selon votre thématique de ce jour, une quasi et totale dépendance sur les exportations. Docteur Ebodé, Georges Meka le dit, il faut relancer l'agriculture. On peut dire que c'est un discours qu'on a longtemps entendu. C'est un vœu pieux du chef de l'État depuis de nombreux, pratiquement à tous ces discours, si on reste dans le cas du Cameroun, et c'est le cas de beaucoup de pays africains, la volonté affichée, y compris au niveau des institutions sous-régionales et régionales au niveau africain. Mais la réalité est qu'on n'y parvient pas. Beaucoup de budgets alloués, même si on ne respecte pas toujours les 10% recommandés par le protocole de Maputo, certains sont à 3%, comme c'est le cas de la RDC. Si on prend le cas du Cameroun, on a une pléthore de programmes dédiés au financement de l'agriculture, mais ça ne décolle pas. Quel est le problème? Merci de l'opportunité que vous me donnez pour évoquer cette situation du Cameroun. Vous savez, chaque pays a sur le plan politique son organisation. Dans certains pays, on a un seul ministère dont à qui tous les fonds sont alloués pour gérer ce qu'on appelle l'agriculture. Agriculture. Dans certains pays, on parle d'alimentation. Voilà, agriculture prise dans le sens large. La politique, depuis les années 60, chez nous, a voulu qu'on fasse déjà une dichotomie entre le poulet et le macabo. Puis on les a divisés, ou le bœuf et le plantain, on les a divisés en deux ministères. Au fil des années, au gré des besoins politiques, je crois, d'autres ministères sont venus se greffer. On a l'élevage, on a l'agriculture, on a tout ce qui est formation professionnelle, on a même les ministères des Affaires sociales qui ont des budgets plus ou moins grands ou plus ou moins costauds qui mettent la main à la pâte pour qu'on ait une agriculture conquérante. J'ai oublié peut-être le minéralisme qui, d'un côté, à la recherche. Dans d'autres pays, toutes ces structures sont réunies en un seul gouvernement. Mais ça fait que si vous avez 5 ministères ou 7 ministères qui vivent, ils ont bien le devoir de faire quelque chose, de pondre des projets, des programmes et de les mettre en jeu. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la cohérence. Lorsque vous prenez une approche top-down, les leaders, les dirigeants conçoivent des projets au bénéfice des populations à la base. On n'est pas toujours sûr qu'ils ont le même niveau d'information sur les besoins dont ont besoin les populations. J'aime souvent dire que les besoins commensaux d'une famille, chaque père de famille doit savoir combien de macabo il lui faut au cours d'une année, combien de viande il lui faut, combien de piment il lui faut. Très peu de Camerounais ont ça. Maintenant, si nous avons ça au niveau familial, on l'a au niveau du village, de l'arrondissement, du département et finalement du pays. Et le ministre ou les ministres savent que si moi, je monte un projet sur les ignames, il n'est pas normal que le ministère de M. Elundu fasse aussi quelque chose sur les ignames. Parce que moi, je travaille déjà dedans et surtout la ressource financière est limitée. Ça, c'est la première. Donc, la cohérence
dans les projets communs. Deuxièmement, la spécificité même des acteurs. La spécificité des acteurs parce que à l'élevage, le ministère de l'élevage a l'essentiel de la crème de ce qu'il y a, tout ce qui est santé animale, production animale. À l'agriculture, c'est tout ce qui est production agricole. Les autres, ce n'est pas forcément toujours ça. Donc ça fait que, comme je l'aurais dit, il faut une cohérence dans les approches. Maintenant, quelle est, à mon sens, la conséquence de ça? C'est que le ministre de l'Agriculture aujourd'hui ou de l'élevage ne peuvent pas vous dire à 100% quelles sont toutes les activités qui sont menées dans ce qui est appelé leur secteur d'activité. C'est déjà une première chose. Tant que dans un système, vous n'avez pas, comment je vais dire, c'est-à-dire vous n'avez pas cette information qui est importante pour pouvoir planifier sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, on est dans un modèle déclaratif où chaque personne qui monte un projet dit « je monte ce projet pour produire par exemple 10 000 tonnes de cacao en temps de temps ». Sur quoi vous vous basez? Rien. Ou j'avais appris qu'on avait 600 000 tonnes de cacao qu'on devait avoir en 2020. Nous sommes en 2020, M. Mekam me contredira pas, je pense qu'on est à 220, 230, peut-être 260 000 tonnes. Ce sont ces cohérences d'abord dans le montage des projets et dans les objectifs qu'on monte. Maintenant, pour ce qui est des familles agricoles, il a soulevé un problème très important. L'agriculture pour nous, avant d'aller à Mars, avant d'aller à la Lune comme des pays nantis, pour nous en Afrique, et particulièrement en Afrique noire, il faut d'abord, nos 2 pieds sont posés sur l'agriculture. Le Cameroun a, de façon, sur le plan de sa géographie, tous les écosystèmes qu'il y a en Afrique. Depuis Ambam, qui aussi jusqu'à Darak, la forêt, la savane, peut-être un peu de steppe, peut-être un peu de désert, les montagnes. On a énormément de cours d'eau. Du point de vue du potentiel, il n'y a plus rien à redire là-dessus. Maintenant, il faut donc quoi? Intéresser les gens dans cette agriculture-là. C'est pour ça que le chef de l'État, en 2010, avait lancé le concept de l'agriculture de seconde génération. Ce dont il parlait tout à l'heure, c'est l'agriculture primaire, où c'était le village. Si vous demandez à votre oncle, je vais au champ, qu'est-ce que vous allez faire au champ? Il n'a pas une feuille de route. Il va en brousse, il se met à planter la banane 12, la banane plantée. Je ne suis pas sûr qu'il a, je vais mettre 15 pieds de banane, 50, il n'a pas ça. Or, dans l'agriculture de seconde génération, elle est maintenant de type entrepreneurial. Et là, c'est là où je le rejoins. On ne fait plus rien pour rien. Si vous voulez avoir de bons rendements, il faut de la bonne semence. Ça a un coût. Il faut peut-être des engrais, si vous ne faites pas des engrais organiques, ça a un coût. Il faut la main-d'œuvre. Les jeunes de maintenant ne supportent plus la forêt. Ça a un coût. Vous avez fini de récolter en brousse, il faut porter un régime de plantain qui pèse 40-50 kg quand il est gros. Il faut le ramener en route ou un porc qui pèse ça. Donc tout ça requiert de la part de ceux qui sont dans cette agriculture un minimum de moyens, un minimum de programmes et une cohésion entre tous ces agriculteurs. C'est ça qui fera notre force. Je peux m'arrêter là. Très bien, José-Marie Londo, on retient des propos du docteur Ebodé, absence de cohérence, absence de cohésion, mais également absence de planification. Ces 3 mots peuvent suffisamment justifier, on va dire, le déclin de l'agriculture, parce qu'il faut le dire, le Cameroun, par exemple, fut un champion en la matière. Aujourd'hui, nous sommes plutôt un grand importateur de tout ce qui peut se produire au Cameroun. Donc, ce sont des contraintes, elles sont structurelles au niveau des politiques publiques. Bien, vous savez, bon, on va faire un peu d'histoire économique peut-être. Lorsque nous allons à l'indépendance, jusqu'en 1990, l'État est le principal agent économique. Donc, l'État a les moyens pour entretenir, par exemple, la filière cacaoyère, la filière de café. L'État a même créé certaines entreprises pour le vivrier, notamment, vous aviez la Midévive, n'est-ce pas, qui était chargée de rationaliser le commerce et l'approvisionnement de nos grandes villes. Et ça avait un effet d'entraînement important parce qu'on injectait du revenu dans les villages. Parce qu'on allait chercher là-bas le cacao, on allait chercher là-bas le plantain, et cela permettait que les gens, rassurés de ce que
nous allons vendre, se mettaient effectivement à travailler. Et ça encourageait bien sûr le cultivateur. Sur le plan de l'encadrement du cacao, on avait l'ONCPB qui donnait aux cultivateurs une assurance toute l'année. Pendant 12 mois, il était soutenu dans l'entretien de ses plantations. Il recevait même des subsides dans l'intercampagne pour avoir effectivement l'assurance de nourrir ses enfants, de les envoyer à l'école. Il y avait donc cette sorte de sécurité qui était encadrée par les sociétés d'État et par une organisation où effectivement on était pragmatique. C'est-à-dire vous aviez par exemple dans les villages ce qu'on appelait les brigades d'intervention phytosanitaire, je crois, qui aidaient les producteurs. Il y avait dans les villages des moniteurs agricoles, des gens qui étaient sur le terrain avec les agriculteurs, les planteurs, pour les assurer aider, des bonnes pratiques. des pratiques, etc. Et le Cameroun avait un cacao de qualité qui était labellisé. Il y avait une société qui s'appelait l'ONCPB qui était chargée de commercialiser, qui collectait les devises issues de ce cacao, des ventes de ce cacao sur le marché global, et les retournait donc dans l'économie du pays de manière organisée également. Donc l'État avait une certaine dose d'oxygène suffisante pour réaliser un certain nombre d'investissements de manière autonome. Mais à partir des années 90, il s'est passé une chose que jusqu'à présent, personne ne peut m'expliquer ni l'origine, ni même les raisons pour lesquelles on a accepté ça. On a accepté de tout fermer. On a accepté même de fermer l'ONCPB qui était la source de nos devises. Et je peux vous rassurer, lorsqu'on fermait l'ONCPB, j'ai travaillé avec l'ONCPB comme consultant. Et dans le cadre d'une plantation industrielle qu'on lançait à Mengeme, après à Konolinga, 50 000 hectares. C'était un programme dans les années 90. C'était 50 000 hectares à Mengeme, après à Konolinga. Et les gens sont encore vivants. Le coordinateur de ce projet est encore vivant. Au moment où on ferme l'ONCPB, le coordinateur de ce projet a dans son compte 90 millions de francs. Donc il n'est pas en faillite. Le Trésor a plus de 60 milliards de francs de l'ONCPB. Je ne compte pas les fonds qu'il y avait à travers le monde, n'est-ce pas, dans les pays où on faisait des transactions. Donc aucune raison rationnelle et logique n'autorisait la fermeture de l'ONCPB. Mais en réalité, on se retrouvait devant une situation où l'économie mondiale était en mutation et les grands stratèges mondiaux venaient de décider d'appauvrir le continent. C'est tactique et c'est voulu, c'est stratégiquement structuré pour appauvrir le continent. On a cassé tout le modèle initial pour nous parler d'un secteur privé qui n'existait pas. Où on n'a pas permis que la mutation, la transition économique se fasse. On s'est mis à fermer à tour de bras toutes les entreprises d'État. Et même l'audit que le chef de l'État camerounais a commandé après de 15 ans aujourd'hui n'a jamais vu le jour. Sur la situation des entreprises privées, privatisées et liquidées au Cameroun. Donc la première chose qu'il faut savoir, et je le dis toujours, que ce soit aux jeunes, que ce soit à certains compatriotes qui critiquent pour critiquer, il faut aller au fond, il y a une anthropologie de l'économie. Il y a un problème, c'est que nous avons perdu de vue que notre mission, comme Afrique, c'est d'être des viviers où on vient puiser. Nous sommes comme les champs des Occidentaux. Donc, il n'est pas question que nous devenions compétitifs. Il n'est pas question que nous devenions performants. Parce que nous commencions à être performants. N'est-ce pas? Le Cameroun produisait les chaussures, le Cameroun produisait les vélos, le Cameroun produisait à Douala, Tropique. Enfin, il y avait plein de sociétés qui étaient là, qui commençaient à ce que j'appelle à développer un embryon d'industrie qui permettait donc au pays de commencer à être classé à l'époque comme pays à revenu intermédiaire. Pour se voir quelques années après décréter pays pauvre très endetté. De régression.
entre le moment où on nous demande de quitter l'économie organisée, planifiée, n'est-ce pas, comme disait le docteur Eboué tout à l'heure, parce qu'on était dans le système de planification, justement. Il y avait les plans quinquennaux qui permettaient que l'on ait une visibilité et une vision précise. Ça n'avait rien à voir avec les documents de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui sont des choses complètement farfelues. C'est-à-dire qu'on écrit ça et puis personne ne suit ça, et puis vous regardez, vous allez regarder, vous vous demandez, mais où est le chronogramme? On suit ça quand? On a dit, par exemple, dans ce chronogramme-là, dans ces documents-là, formalisation, il faut formaliser l'économie. Mais l'économie est de plus en plus informelle. Quelles sont les politiques de formalisation de l'économie? À quel moment on a vu vraiment des gens sur le terrain aller mettre en place un modèle pour formaliser, pour que l'économie sorte, n'est-ce pas, des marécages? Donc, pour nous, première chose, nous sommes dans une mauvaise phase de notre économie parce que nous nous sommes laissés aller à des théories inventées par des cabinets cachés, je ne sais où dans le monde, qui nous imposent une démarche de développement. Vous ne pouvez d'ailleurs pas m'expliquer pourquoi on décide à un endroit dans le monde qu'on doit mettre 10% ou 3% de budget dans l'agriculture. Pourquoi? Qui décide de ça? Mais chaque pays doit pouvoir dire, je vais même mettre 50% dans l'agriculture. Pourquoi est-ce que les gens doivent s'asseoir à un endroit dans le monde et décider quel est le pourcentage qu'on met dans l'économie? Il faut qu'on s'interroge. Si je veux, je dis option, je veux que le Cameroun devienne le grenier du monde. Mais pour que je le fasse, il faut que j'ai les moyens. Or, vous savez très bien, deuxième problème, nous n'avons pas les moyens de financer nos économies. OK? Aujourd'hui, les Américains mettent 500 milliards de dollars pour relever les petites entreprises. Les Européens mettent 700 milliards d'euros. 7 000 milliards d'euros pour développer l'économie européenne. Et chaque jour, les chiffres augmentent. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On recule. On dit collectif budgétaire, on enlève près de 500 milliards sur un budget, qui est d'ailleurs une chose fictive. Alors que les autres, effectivement, ont les moyens de faire tourner la planche. Nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas, monsieur Baudou va peut-être me contredire, aller dans une banque de la place, on vous donne l'argent pour faire de la tomate. Il n'y a pas une banque au Cameroun qui vous donne l'argent pour faire le manioc. Il n'y a pas une banque au Cameroun qui vous donne l'argent pour faire le macabo. Vous connaissez la principale raison, les banquiers justifient généralement cette position, l'absence de propriété foncière. Non, c'est surtout parce que nous n'avons pas les moyens de financer l'économie. Les banques sont, paradoxalement, on le dit souvent, sur liquide. Il y a de l'argent. Est-ce que c'est les banques qui financent l'économie? Ça semble être un risque. Lorsqu'on n'a pas de propriété, on n'a pas de propriété foncière, on n'a pas la garantie. Vous savez, monsieur Elondou, il n'a aucun élément de le garantir. Vous savez, ce que vous dites là est très grave. Vous-même vous dites que nous avons des millions de terres arabes. Ça coûte quoi à l'État du Cameroun de lancer un plan cadastral national, de donner des titres fonciers partout? Ça coûte quoi? De créer un marché hypothécaire? C'est des choses, des instruments connus. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas me faire dire aujourd'hui que les banques ont un problème de terre alors qu'on a 7 millions d'hectares de terres arables? Ça là, c'est justement ce que j'appelle les stratégies de blocage. Parce que vous ne pouvez pas, vous allez dans un village, vous trouvez un monsieur avec 50 hectares de cacao qu'il gère depuis 30 ans. Et il a envoyé des enfants à l'école avec ça. Vous voulez quelle autre garantie? Quand vous prenez Mohamed Younous, l'économiste bengalais, je crois, oui, bengalais, il a travaillé sur quoi? Il travaille sur les femmes. Il observe que cette femme est à cet endroit depuis 10 ans. Et que cette femme fait tous les jours un chiffre d'affaires de 1000 francs. Elle dit, cette femme, je peux miser sur elle. Qu'elle dépose dans mon compte 100 francs tous les jours. Et c'est une banque de femmes au Bangladesh qui finance les autres banques. Il y a donc un déficit de génie économique qui est là. Troisième chose, vous avez l'économie administrée. Une agriculture administrée par des gens, je n'ai rien contre le costume de M. Baudet, mais pas des gens qui veulent tout ça dans les costumes cravates dans les bureaux. Et qui croient qu'on peut faire l'agriculture en signant les papiers. On ne fait pas l'agriculture en signant des papiers. On fait l'agriculture en descendant sur le terrain.
en prenant même la daba. Monsieur, il n'y a même pas mal à cela. La daba, les tracteurs viennent d'arriver. Les gens ont travaillé à l'époque de leurs mains pour nourrir les populations. Et si vous allez sur la route, et je finis par là, entre Yaoundé et Douala, vous voyez deux côtés de la route, il y a du plantain partout. Il y a des oranges. Et ces gens-là le font à la main. Mais il faut mettre en place des politiques d'émulation dans le modèle mis de vivre à l'époque. Aujourd'hui, vous voyez la MIRAP. On a créé une affaire là qui s'appelle MIRAP. Qui fait du BAM? C'est sur le trottoir Yaoundé. Si on demande à la MIRAP aujourd'hui, quel est le stock de sécurité du Cameroun? Nous voici dans la Covid-19. Quelle est la sécurité que la MIRAP qui est là depuis, qui avale des milliards de francs, apporte, n'est-ce pas, aux consommateurs camerounais qui est aujourd'hui en panique, vous l'avez évoqué, d'ici la fin de l'année, on n'est pas sûr de nourrir tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette économie administrée, de cette économie du papier, cette agriculture où vous voyez toute l'énergie nationale à l'avenue Kennedy de Yaoundé, n'est-ce pas? Des enfants qui sont là, parce qu'il faut les bras pour faire l'agriculture, il faut des bras, il faut des cerveaux. Toute l'économie, toute l'énergie est sur les motos, n'est-ce pas? Toute l'énergie est sur les motos, toute l'énergie à l'avenue Kennedy, toute l'énergie... Bon, alors, les villages et les hectares dont vous parlez sont là. Sont désertés par la France. Et le risque, c'est que les Chinois, j'ai entendu des Zimbabwéens, je crois l'Afrique du Sud, les Maliens, tout ça viennent reprendre tout ça. Et qui s'installent et qui, effectivement, nous continuons à regarder. Ils obtiennent des concessions, des milliers d'hectares. Voilà, et ce qui est en train d'ailleurs de se faire. Très bien. Oui, je pense que je rejoins dans une certaine mesure l'économiste Elundou, mais je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il n'y a pas de moyens. Les moyens existent, et ils existent depuis bientôt les indépendances. Simplement, il y a eu, justement, dans les années 90, un décrochage sur la vision politique de la production agricole. Et ma forte recommandation est la reprise, justement, de l'État, une reprise dirigiste. Et je le dis, nous avons un sentiment envers le petit agriculteur, la petite exploitation, mais elle ne peut plus aujourd'hui nourrir le Cameroun, nourrir l'Afrique. Ce modèle est terminé. La petite agriculture est en euthanasie aujourd'hui. On ne peut pas... Est-ce qu'il n'y a que la petite agriculture? Non. Il y a bien des projets... J'y arrive par rapport aux projets. Les projets ne marchent pas. Et les projets, depuis 30 ans, qu'on les expérimente, d'ailleurs avec les fonds Banque mondiale, BAD et autres, les projets ne marchent pas. Alors, vous parlez des projets agro-industriels, les projets de développement, ceux qui sont les projets du portefeuille de l'État, du projet privé. Il faut bien faire le distinguo. Les deux. Les projets ne fonctionnent pas. Qu'ils soient du portfolio des ministères, financés par les bailleurs, les projets ne nous permettent pas aujourd'hui d'atteindre les objectifs de production. Alors, que ce soit des projets de filière, il faut restructurer. Il faut revenir justement au modèle post-indépendance, qui était la création de sociétés qui pouvaient soutenir l'économie des chaînes. Sodecao, il y en a qui sont restés. La Sodecoton continue de fonctionner, la CDC continue de fonctionner, mais on a déstructuré les autres entités de production. Il faut revenir vers là. Il faut prioriser les zones de production agricole. On ne peut plus continuer à faire du saupoudrage agricole, à financer un petit agriculteur qui fait moins de 1 hectare ou 2 hectares de maïs. Il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de qualité et les agro-industries ne peuvent justement pas acheter de là, elles sont obligées d'importer. Il faut spécialiser les zones de production. Un cas patent, lorsqu'on sort de nos écoles de formation militaire, l'État équipe, l'État dote un lieutenant-colonel d'une arme, d'une tenue, mais quand il s'agit des ingénieurs agronomes, l'État ne leur donne pas l'accès à la terre, l'État ne leur donne pas des machines agricoles, l'État ne leur donne pas des semences pour produire, qui est un modèle qui a retourné la situation en Asie, en Amérique latine, qui jusqu'aux années
80 étaient des pays importateurs agricoles, et par ce modèle justement d'installer des professionnels de l'agriculture, a renversé aujourd'hui quasiment 90% sont devenus des pays exportateurs nets en agriculture. Donc, c'est le défi auquel nous devons aujourd'hui nous y atteler, et au plus vite. Si 1 000 milliards avaient été injectés dans un plan agricole avec un nouveau modèle de développement, il faut remettre à plat les unités de production, de filières, etc. Ça ne fonctionne pas. Elles sont limitées. Revenons aux sociétés de production agricole spécialisées sur les grandes hectares qui, dans une certaine mesure, pourront travailler en forme de cluster avec les petites et moyens agriculteurs qui pourront remplir les conditions. C'est à ce prix-là que nous allons réduire l'importation du blé de 150 milliards, l'importation du maïs annuel de 150 milliards, l'importation du riz annuel de 163 milliards, le poisson de 114 milliards, le soja de 14 milliards. À ce rythme-là, justement, je ne peux que redire ce que René Dumont a dit, l'Afrique ou le Cameroun est mal parti. Très bien. Alors, véritable paradoxe, Joseph Marielundu, lors du Conseil des ministres du 2 juillet dernier, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, a prescrit au ministre des Finances d'introduire des dispositions pouvant mener le Cameroun vers des mesures de préférence nationale pour réduire le déficit commercial pour la loi de finances 2021 en cours d'élaboration. Mais véritable paradoxe, très récemment, le ministre des Finances a autorisé l'importation d'un peu plus de 200 000 tonnes de riz exemptées de droits de douane. On a le sentiment qu'on a un gouvernement qui affiche une ambition, mais dans la réalité, c'est vrai, la raison étant donnée, il faut constituer un stock de sécurité du fait de la baisse des opportunités d'importation avec la pandémie Covid-19. Il y a une ambition, mais au même moment, on prend des contre-mesures. Là, vous parlez d'une gestion quotidienne d'un pays, hein, parce que bon, je pense que ce que le ministre des Finances fait, il gère un problème ponctuel. Je crois qu'il ne peut pas aller de manière sciente contre les instructions de son chef de gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a sûrement, quand vous voyez un acte comme ça, comme il a les indicateurs, c'est que sûrement il y a un problème qui pourrait se poser rapidement et donc il faut anticiper. Je pense qu'on ne peut pas, d'autant plus que nous sommes quand même dans une situation chaotique. Moi, je mets la période Covid-19 entre parenthèses parce que c'est une situation, nous sommes dans une situation catastrophique. Et quand on est en catastrophe, les comportements sont différents. Il y en a qui courent, il y en a qui se fuient, il y en a... Donc, je pense qu'on peut passer ça. On peut passer ça parce qu'il faut constituer donc rapidement. Et justement, ce que je chutais tout à l'heure en disant que quand je regarde une boîte comme la Mirap, on ne devrait pas être en train de paniquer. Cette boîte aurait dû mettre en place des stocks de sécurité. Maintenant, je voudrais que l'on ne fasse pas de l'importation une maladie. Tous les pays importent. Tous les pays dans le monde importent. Le vrai problème, c'est... Le volume des importations. Même pas le volume. Par rapport à la capacité réelle du pays sur à produire. la balance commerciale. Tout à fait. C'est là où ça se joue. Parce que lorsque vous importez trop massivement et que vous n'exportez rien, vous êtes endetté sur le plan du commerce international. Vous n'avez pas de devise. Donc, en fait, c'est pour cela qu'on s'endette. Quand vous dites que nous avons de l'argent, nos banques sont sur liquide, c'est du papier CFA. Sinon, on va s'endetter, on s'endette en devises, on s'endette en dollars, on s'endette en euros. Et donc, bien entendu, où est-ce qu'on obtient les euros? On les obtient dans le commerce extérieur. Donc, ici, la démarche, l'un des problèmes que l'importation pose, c'est précisément celui de la qualité même de ce qu'on importe. Vous savez, au-delà des questions stratégiques, il y a même la santé des populations. Donc, la première chose à faire, c'est que lorsque nous sommes dans l'économie mondiale telle que nous sommes, la compétition et la compétitivité est le mot d'ordre. Il faut avoir les moyens de savoir qu'est-ce qui doit entrer chez vous. Parce qu'il faut bien que des choses entrent chez vous. Si vous voulez avoir des partenaires vont vous dire, écoute, donc prenez-nous un peu de
un peu de riz, prenez-nous un peu de contre quoi. Hein? C'est comme ça que ça se joue. Et certains pays, dont en économie, il y a ce qu'on appelle l'avantage comparatif. Et je crois, il y a quelques années, le président de la République avait lancé un projet qui s'appelait le PREBAP, le programme de reconversion de l'économie par la banane plantain, qui était un programme qui devait structurer l'économie. Parce qu'ici, il faut comprendre que nous avons, certes, l'intention d'être des champions en toutes sortes de spéculations. Mais en avons-nous, non seulement les termes, nous en avons. J'ai évoqué tout à l'heure, mais jusque-là, M. Mekan ne m'a pas dit où est-ce qu'il allait prendre l'argent. Peut-être il va s'endetter. Mais en fait, je veux dire que quand les Américains veulent donner l'argent à leur économie, ils ne s'endettent pas. Ils tournent la planche. C'est une dette. Donc, oui, mais ils ont la capacité de réagir immédiatement. Toi, comment tu fais pour avoir l'argent? Tu demandes au bailleur de fonds. Et il y a toute une procédure. Et vous êtes soumis. Vous êtes soumis au procédure de bailleur. Il y a le timing. Vous ne pouvez pas dire, je veux l'argent demain, vous l'avez. L'Américain le fera, l'Européen le fera. Nous, donc, on a déjà ce retard et vous savez que l'agriculture, je vous en sais rien, et le temps sont très liés. Hein? Le temps qu'il fait est l'un des inputs le plus important en matière agricole. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention avec la peur de l'importation. Non. Il faut s'arranger pour que nous ayons un commerce extérieur dynamique. En vendant quoi? En vendant peut-être les cerveaux du Cameroun. En vendant peut-être, nous choisissons un produit comme, je prends le cacao que j'affectionne particulièrement, qui est là et qui fait, M. Ebodé a évoqué tout à l'heure, 260 000 tonnes. Savez-vous que lorsque les Ivoiriens gagnent 2 000 milliards en vendant aux États-Unis leurs fèves de cacao, les entreprises américaines, je parle de 2 000 milliards de francs CFA, les entreprises américaines font plus de 12 000 milliards de dollars. Oui. Donc vous avez, c'est par 5 ou 6. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà le cacao. On ne va pas chercher loin. Il est déjà là, ce n'est plus un potentiel. C'est du réel. Nous avons 260 tonnes au Cameroun. On les revendre aujourd'hui. Et la demande mondiale croît tous les ans de 4%. Vous prenez ce cacao, vous le transformez dans les bassins. Le bassin de la vallée du Thème fait à peu près 20 000 tonnes de cacao. Si vous traitez 20 000 tonnes de cacao là-bas, vous créez une industrie sur place. Et tout est là, les machines sont là. Mais le problème, comme j'ai dit, j'ai conduit un projet d'implantation d'une usine de cacao. On n'a pas pu le faire parce qu'il y a une administration, ma foi, corrompue et vraiment mal, qui ne sait pas où est-ce qu'on va. Vraiment, et c'est l'un des problèmes du Cameroun. C'est des gens qui s'amusent avec l'économie, qui s'amusent avec l'industrie. Vous arrivez, on doit signer un petit papier, ça prend 6 mois, 1 an, et on vous demande des millions derrière. Vous comprenez? Et vous rendez compte, quelqu'un est en train de se battre pour arriver à créer une unité de production dans un village. Il faut faire les études d'impact environnemental, il faut obtenir, n'est-ce pas, l'autorisation d'implantation, il faut obtenir la zone franc. Monsieur, si vous allez voir, rien que les coûts associés à toutes ces démarches, mais les entrepreneurs sont fatigués. Et vous voyez des gens avec des signatures et des visas et des griffes qui bloquent tout. Je vous dis qu'ils bloquent tout. Et si vous voyez quelqu'un réussir, c'est qu'il a réussi à payer tous ces postes de péage-là. Donc, moi, je pense que c'est une chose importante sur laquelle il faut plancher. Parce que si, la preuve aujourd'hui, ces administrateurs, s'ils veulent vraiment faire l'agriculture, s'ils veulent la booster, il faut qu'eux-mêmes se reconfigurent. Et qu'ils sachent, et moi j'ai fait la proposition il y a quelques années, je disais, mais les écoles ferment à 15h30 tous les jours. Et les salles de classe restent vides jusqu'au matin. Mais utilisons ces salles-là pour commencer à enseigner aux enfants comment on plante le maïs. Pour commencer qu'ils voient même le maïs, qu'ils sachent même comment le maïs pousse. Parce que, monsieur Meka, avant d'arriver aux grandes industries, aux grandes plantations, toute cette masse de jeunes que vous voyez là
n'ont jamais vu un maïs pousser. Mais c'est ce qu'on a fait de... N'ont jamais vu, voilà, n'ont jamais vu là où se trouve un champ de... Mais on l'a fait des années 60. Vous avez, indépendance, vous avez la main d'œuvre, par exemple, dont parlait M. Baudet tout à l'heure. Mais quand les gens font les vendanges en France et tout ça, quand vous allez dans les vignes là, en France, au Cameroun, il est possible que les étudiants aillent dans les villages, aider les gens dans les villages à faire. Il y a des plantations abandonnées de dizaines d'hectares. Que l'on oriente les jeunes vers ces travaux-là. Orienter d'abord les ingénieurs agronomes vers ces travaux-là. Installer les professionnels de l'agriculture. Est-ce que les gens qui vont dans les vignes en France sont des ingénieurs? Non. Non, ils sont... Et là, c'est un débat. Je crois qu'il faut que j'intervienne. On parle du haut, du bas. Monsieur Mindou, donnez-moi... Vous allez parler, vous allez parler. Non, vous allez parler. Vous permettez qu'on... Non, il a beaucoup de choses à dire, donc on ajoute un peu de ça. Non, vous allez revenir. Allez-y, parce que vous soulevez beaucoup de problèmes à la fois. Oui, c'est normal. C'est ça le débat. C'est-à-dire que je dis que il y a des choix à faire. On commence par les ingénieurs. On attend donc 7 ans pour former l'ingénieur et voir comment l'ingénieur va descendre sur le terrain. Où on va là, on récolte, on prend tous les jeunes. De 16h à 18h, vous les ingénieurs qui êtes déjà là, il y a des petits espaces dans les écoles qui ne servent à rien. Il n'y a rien là, on ne plante rien. J'ai vu un enseignant au lycée de Biémassi, c'était M. Ekoumou, qui faisait le jardinage, et les enfants plantaient, et le piment et tout ça, dans l'enceinte il faut que les enfants s'imprègnent, comme on s'imprègne de la doctrine catholique. On n'a pas besoin d'être un ingénieur pour commencer à rentrer, effectivement, et devenir un input. Si je peux intervenir, Oui, monsieur. Et Serge, il faut faire un timekeeping. Monsieur Goundou est entrepreneur, il a beaucoup de choses à dire, mais nous aussi on a un peu à dire. Donc, oui, allez-y, je vous en sinon, il va nous bouffer nos mots. Vous avez dit beaucoup de bonnes choses, mais je voudrais apporter un peu de sel pour corriger un peu. Quand il y a trop de piment, on corrige un peu. D'abord, cette histoire de banque agricole. J'ai eu le privilège, pendant mon séjour au ministère, d'assister depuis 2008, 2009, 2010, quand on avait créé un comité interministériel, ministère des Finances, ministère de l'économie, Minader, Minepia, et d'autres administrations, pour mettre en place la banque agricole. Parce que le truc, c'était quoi? On voulait arriver au comice en 2010, c'est que le chef de l'État nous annonce que nous avons créé ou bien nous avons mis sur place une banque agricole. Le problème du financement de l'agriculture, il y a beaucoup d'éléments de blocage. Je ne suis pas spécialiste de la finance publique ou je ne suis pas banquier, mais au cours de nos débats, j'avais toujours posé une question de fond. Quand vous allez dans les sociétés générales, la BICEC et toutes ces sociétés commerciales, les taux d'intérêt auxquels on prête de l'argent ne peuvent pas être les taux d'intérêt auxquels on prête de l'argent à un agriculteur. Tout à fait. J'ai séjourné un temps en Belgique, donc j'ai eu à parcourir beaucoup de banques là-bas. J'avais des amis agriculteurs. Les années 80, les années 2000, on était à 3, maximum 4% de taux d'intérêt. Quand on sait que l'agriculture, à l'époque, prise dans son ensemble, n'excède pas 6, 7, 8% de bénéfices. L'agriculture ne rapporte pas des grosses sommes comme la drogue, comme la vente des ossements humains, comme le diamant, comme l'or, comme le football. Le football, vous avez un fils qui a 17 ans, il mange des beignets. S'il est un très bon footballeur, 10 ans après, quand il parle avec autorité. Parce qu'il y a 1 million d'euros tous les mois, il marque 3 buts, toute la planète applaudit. Mais en agriculture, je suis agriculteur, je suis peu éleveur dans mes temps perdus. Il faut du temps, il faut un bon investissement à chaque point. Depuis, nous appelons ça la chaîne de valeur agricole. Depuis la semence, mauvaise semence, tout le système est pourri. Tout à fait. Vous avez une très bonne semence certifiée par le ministère de l'Agriculture ou de l'élevage ou de l'IRA. À cela peut s'ajouter également les contraintes climatiques. Ce n'est pas fini. Oui. Donc la bonne semence, maintenant qui fait la conduite au parcours technique? Si c'est l'élevage, il suffit que vous fassiez une seule erreur dans un vaccin, dans un antibiotique, que vous n'avez pas bien mis, tout le poulailler est à terre. Et puis vous sortez de cette galère, vous arrivez maintenant à la commercialisation. D'abord la transformation. Il l'a dit, l'on dit, et c'est pour moi l'un des plus grands goulots d'étranglement de nos agricultures en Afrique. Chez nous, c'est du champ à l'estomac. Quand ma mère ou ma grand-mère, avec qui j'ai appris à travailler, quand nous avions un champ en 70, j'avais une dizaine d'années,
c'est qu'on part du champ avec le régime de plantain sur la tête, on entre à la cuisine de ma grand-mère à 17h, vers 19h, le plantain est dans mon estomac. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous étions à l'époque combien? 2 millions d'habitants, au Cameroun, 3 millions. Mais aujourd'hui, on est 25 millions. On ne nourrit pas 25 millions de citoyens comme on nourrissait il y a un certain nombre d'années, 2 ou 3 millions. D'où, je suis d'accord avec vous, une nouvelle politique, une nouvelle approche. C'est quoi l'agriculture? C'est un business. Je n'ai pas fini. Je mets de l'argent ici, il y a un itinéraire pour que cet argent circule et il doit ressortir sous la forme d'un produit fini qui correspond à des normes précises. Et là, je reviens à cette histoire de cacao. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire qui prend 2 000 milliards de CFA. Et nous, vous avez oublié une chose importante, monsieur Lundou. Produisez 2 000 milliards de cacao bien fait, mais vous n'allez pas le vendre aux États-Unis. Au Canada, j'étais au Canada il y a un bon bout de temps. C'est les normes, on vous dit ceci. Chaque continent, chaque groupe économique protège ses frontières par toutes les manières possibles pour pouvoir survivre. Donc, je chute en disant que notre continent, et là je ne parle pas que du Cameroun, nous sommes à peu près à 1 milliard d'habitants aujourd'hui. Les démographes prévoient que dans 30-40 ans, on sera le double. C'est-à-dire 2 milliards. C'est dans cette population-là qu'il faut injecter dans la formation, l'éducation. C'est quoi le chocolat? La théobromine. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les nerfs. Combien d'enfants du Cameroun savent que le chocolat a une substance qu'on appelle théobromine? Il faut l'enseigner aux enfants. Et nous avons la chance d'avoir des enfants très intelligents. Nos enfants, en une heure, ils apprennent ce que moi j'apprends pendant 2 ans à l'université parce que nous, à l'époque, on étudiait avec la craie, M. Lundou. Le maître écrit, vous apprenez ce qu'il a écrit, puis vous essayez d'approfondir ce que la craie veut dire. Or, eux, maintenant, avec Internet, en une heure, ils vous disent déjà ça. Mais il faut former les populations à la consommation locale, mais transformer les produits selon des normes. Nous avons quand même la norme au Cameroun et dans d'autres pays. Donc, il y a l'éducation des masses, il y a la transformation des comportements. Parce que le chocolat que vous voyez est l'aboutissement d'une culture. On aime une femme, on offre un chocolat, il y a des fêtes au chocolat, je les vois là-bas, à Noël, Est-ce qu'en Afrique, on a ça? Je n'ai pas très sûr. Deuxième chose, l'huile de palme. Le savon, c'est l'huile de palme. La plupart des Africains sont fiers d'acheter des huiles qui viennent abroad, l'extérieur. Et pourtant, la meilleure huile pour nous, puisque ce sont de nos terres, c'est l'huile de palme. Donc, le consommé camerounais, le consommé africain, doit rentrer dans nos mœurs. On fait une pomme et une prune à une jeune fille au marché de Mokolo, sur le marché, elle prend la pomme. Pourtant, nous devons la convaincre que c'est la prune qui est bien parce que si elle achète la prune, sa maman du village qui a produit la prune aura un peu d'argent pour le patriotisme économique. Ça existe dans tous les pays. Chacun se protège. Mais officiellement, l'OMC, dans les unions européennes, toutes ces structures dans le monde, on dit non, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Donc, on ne peut pas jeter la pierre aux autres quand nous-mêmes, on a abandonné notre économie, on s'est trop ouvert et après on subit tout, un peu de tout, alors qu'on peut produire une bonne dose de choses. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Bien, avant la prise de parole de Georges Meka-Bessolo, je vous propose qu'on aille du côté de la régie et qu'on commence dans le tour d'horizon, produit par produit, avec les statistiques, qu'on puisse avoir quelques chiffres des dépenses en termes d'importation pour le premier trimestre 2020. Je ne sais pas si la régie est prête pour nous servir cet élément, qu'on puisse avoir les statistiques. Très bien. On commence par le soja. Premier trimestre 2020, ce sont les dépenses en importation au Cameroun. 7 580 tonnes importées, soit 1,7 milliard de francs. Le maïs, 473 tonnes, soit 300 millions de francs. Gruau et semoule, 5 222 tonnes, soit 1,3 milliard de francs CFA. Le riz, 115 293 tonnes, soit 32,8 milliards. Le blé, 249 425 tonnes, soit 41,4 milliards. Le savon, 584 tonnes de savon, soit 500 millions de francs CFA. Les jus de fruits, 386 tonnes, soit 400 millions de francs. Poissons congelés, 58 007 tonnes, soit 39,8 milliards. La suite, papier et carton, 14 955 tonnes, soit 7,8 milliards.
Lait et crème de lait, 6086 tonnes, soit 10,9 milliards. La friperie, on parle de l'industrie vestimentaire, 19 256 tonnes, soit 10,5 milliards. Meubles en bois, 2161 tonnes, 1,4 milliard de francs CFA. Sucre, 15 575 tonnes, 3,9 milliards. Emballage, matière textile, 888 tonnes, 1,9 milliard. Butane liquéfié, 24 037 tonnes, 8,5 milliards. Clinker, 550 865 tonnes, 19,3 milliards. Huile de palme dont vous parliez à l'instant, brut, 17 152 tonnes, soit 6,9 milliards de francs. C'est fait. Georges Mekabesolo, voilà les chiffres du premier trimestre. Je voudrais avec vous qu'on commence ce tour d'horizon. On ne fera pas tous les produits, mais les produits essentiels, quelques produits phares, notamment les produits alimentaires. Qu'on commence par le riz. Je vais rappeler ici quelques chiffres des importations de 2018. 561 112 tonnes. En 2019, nous sommes passés à 894 485 tonnes, soit une hausse de 59,44%. Et le ministre des Finances qui autorise 200 000 tonnes d'importation d'ici la fin de l'année, d'ici le 31 décembre. Rappelons que à l'échelle du continent africain, les importations de riz, c'est environ 6 milliards d'euros importés. L'Afrique de l'Ouest, à elle seule, compte pour 60% de la consommation du riz importé en Afrique. Prenons le cas du Cameroun. Nous avons une société, la Semri, qui se plaint toujours des coûts de production, ce qui pourrait justifier, pour les autorités, qu'on importe massivement de la Chine, de la Thaïlande, de la Malaisie, de l'Inde. Mais là où je voudrais attirer, vous êtes ingénieur agronome, Georges Meka, une étude l'a prouvé, c'est que la culture de riz peut se faire dans les zones humides. On n'a pas besoin qu'elle soit concentrée simplement au nord. Pourquoi on n'a pas de bassin de production dans le sud, du côté de l'océan par exemple, du côté du littoral? Il y en avait à Sanchou. Pourquoi il n'y a pas, on ne multiplie pas les bassins de production et que la Semri reste cantonnée au nord? Le nord a déjà, l'extrême nord, où elle se trouve précisément, a à la fois des avantages comparatifs du bassin, à la fois compétitifs des coûts de production en termes de travail manuel, la main-d'œuvre manuelle. La Semri, justement, a fait partie des sociétés qui ont été déstructurées et conditionnées à la déstructuration dans le cadre des plans d'ajustement structurel. Et aujourd'hui, elle renaît de ses cendres. L'État a fortement réinvesti. Les résultats progressent, mais pas au rythme de la démographie et de nos besoins. Donc, il y a nécessité de mettre en place un bataillon d'intervention rapide agricole, justement. Travailler 24 heures sur 24 à créer ces bassins qui se trouvent également dans le nord-ouest, qui peuvent se retrouver dans le littoral, dans le sud également, et dans le MBAM également, on peut créer, et le Noun également, on peut créer ces nouveaux bassins de production agricole. C'est une volonté politique. Est-ce que qui doit être ingénieurs, les anciens collègues du docteur Iboudé au ministère de l'Agriculture, est-ce qu'ils ne connaissent pas tout ça? Ils connaissent tout ça. Mais quand on parle de politique agricole, de planification, nous avons également une problématique, c'est celle de l'exécution justement de ces projets et des compétences avérées managériales. Un ingénieur agronome est peut-être un bon technicien, mais s'il n'est pas passé par une école de management, ne le mettez pas et ne mettez surtout pas un administrateur civil pour aller gérer tout cela. Sinon, on revient à la production ou l'économie administrée, comme l'ont dit M. Elundou ici. Donc, voilà les problématiques. Elles sont simples. Et nous avons des cas patents des pays qui ont réussi la transformation de produire et de produire plus. C'est le plus grand défi aujourd'hui.
20% de nos salaires ou de nos ressources individuelles et collectives sont concentrés sur une nourriture de tous les jours, donc de subsistance, qui ne permet pas justement aux banques et établissements d'épargne de détenir une épargne, parce qu'il faut constamment avoir de la liquidité pour en acheter. Donc ça ne nous permet pas et ça ne nous sert pas. Tant qu'on n'aura pas diminué les importations, on continuera d'avoir, au-delà de la fuite des cerveaux, on aura une fuite des capitaux et des devises. Et à ce rythme-là, du premier trimestre 2020, multiplié par 2 ou 3, d'ici la fin du mois de décembre, l'ardoise des importations va davantage s'accroître, car on ne peut pas nous permettre d'avoir une crise sociale due à la forte augmentation de ces produits de première nécessité que nous consommons. Et rappelons-le, en plus des importations, l'État subventionne la consommation. C'est pas de l'argent jeté, c'est pas un fardeau pour le trésor public. C'est justement un fardeau pour le mais- trésor public. Donc ce cycle n'est pas soutenable à moyen et à long terme. D'où la nécessité de réinvestir urgemment avec un nouveau modèle de production agricole qui ne peut pas reposer sur des unités de projet par filière, mais plutôt de grandes sociétés agricoles à qui on confie 20 000, 30 000, 40 000 hectares de production. C'est elles qui peuvent dégager des économies d'échelle lorsque l'agriculture est professionnalisée. Docteur Ebodé, très récemment, nous avons vécu une affaire ici au Cameroun, un scandale entre guillemets, de riz importé sur la qualité d'un riz thaïlandais qui ne serait pas de bonne qualité. Durant ce scandale, il y a eu une assise entre le ministre du Commerce et les principaux importateurs pour d'abord assurer l'opinion publique de la fiabilité, de la qualité du riz, mais évoquer effectivement le problème des importations. L'une des résolutions ou l'une des propositions du ministre du Commerce, le ministre Luc Magloire Bargatangana, c'était recommander aux mastodontes de ce secteur de réinvestir, comme le disait Georges Meka, que les terres sont disponibles et que tout cet argent qui était sorti pour importer, les bénéfices pouvaient être réinvestis dans la production, les terres étant disponibles. Est-ce qu'il faut aujourd'hui des mesures contraignantes, puisque nous sommes sur une tendance haussière qui ne va pas s'arrêter? Est-ce qu'il faut des mesures contraignantes pour ces investisseurs? Je vais vous donner une réponse à deux volets. Je commence par celui que moi je supporte depuis à peu près 2 mois, depuis que toute cette crise a commencé. Je ne suis pas obligé de manger du riz tous les jours. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le riz. Mais au prix où il coûte maintenant, je crois que le sac de 50 kilos pour du bon riz, c'est à 22 000, 23 000. Le riz importé. Encore que nous savons que sur le plan des caractéristiques, des caractères organoleptiques, le riz de Yagua, le riz de Ndop, le riz qui vient de Fumbo, du Noun, parce qu'il est frais, comme je le disais tout à l'heure, il sort du champ, il va dans mon ventre, il a encore tous ces éléments nutritifs. Mais je ne suis pas obligé de consommer le riz tous les jours, ou bien d'arrimer ma petite vie de consommateur sur le riz. J'ai fait avec quelqu'un qui m'est très cher une évaluation de ce que coûte un sac de 100 kg de maïs et de 50 kg de riz. Le maïs au Cameroun, quand nous sommes en bonne période de récolte, il tourne autour de 10 000 francs. 12 000, 13 000, puis ça grimpe au cours de l'année. Pour 100 kilos. Je parlais tout à l'heure d'éduquer les masses, de former les gens. Quand votre pays, pour l'instant, ne peut pas encore produire tout le riz dont il a besoin pour sauver le pays, pour lui épargner une crise, on oriente les gens vers le maïs avec lequel on fait des beignets, on fait la bouillie, on fait le couscous, que toutes les sphères sociales au Cameroun consomment. Comment changer Maintenant, c'est l'éducation des familles. les habitudes Les familles, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la décentralisation. Jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé de ça. Pour moi, le rôle des maires est crucial. On y arrive tout de suite avec Voilà, le poisson, par exemple. voilà, parce que, et je reviens maintenant sur la première solution du riz, celle qui est agronomique. On a parlé de tout, on n'a pas parlé de l'engrais beaucoup.
La zone de Nanga et Bokoki me souviennent que le ministère de l'Agriculture a un projet là-bas avec les Coréens où on essaie de faire ce plan, ce riz qui est adapté à nos zones. Donc, il y a eu, reconnaissons-le, beaucoup d'efforts de la part du gouvernement. Mais il y a comme un blocage entre tous ces efforts techniques, économiques, de financement et, comment on appelle ça, diluer ça ou transférer ça aux importateurs, aux exportateurs. Moi, j'avais à mon temps suggéré à un de mes patrons qu'on devait faire une taxe sur les importations de poissons. Et à l'époque, nous importions 30 000 tonnes de poulet congelé. Je voyais une taxe sur le poulet, sur le poisson, qui alimenterait un fonds pour financer la production des mêmes spéculations dans notre pays. Encore faut-il donc maintenant que ces fonds soient bien gérés. Et comme le disait M. Meka tout à l'heure, comment on gère ces fonds? Est-ce que c'est sous forme de subventions? À ce moment, tous nous savons ce que les subventions ont donné. Quand vous donnez une subvention à quelqu'un, il épouse une deuxième femme. C'est de l'argent frais, il n'a fait aucun effort, on lui donne 2 millions de francs, c'est qu'il est en haut, comme on dit au village. Ou alors sous la forme d'un fonds, de revolving fund ou d'un prêt, où vous avez une contrainte de remboursement, en tout cas un fonds qui permet de soutenir les investissements locaux. Je répète que aller dans une banque pour pouvoir avoir de l'argent pour financer l'élevage ou le poulet ou le porc, on vous dit le porc, il y a la peste porcine, il est hors de question. On vous dit le poulet, on n'est pas sûr qu'une maladie ne viendra pas d'ici. Donc, il faut nécessairement cela. Vous ne pouvez pas parler d'agriculture conquérante sans financement sérieux. Maintenant, le débat que M. Meka ne cesse de lancer sur les grosses entreprises, les grosses structures, M. Meka, il a parlé de l'historique de l'agriculture. Moi, j'ai eu la chance de faire mes études au Maroc, de faire mes études en Belgique, d'avoir beaucoup séjourné en Israël et en Chine. Et j'ai essayé de comparer par rapport à mon petit pays, que le Cameroun, qui devient déjà grand, parce que ça va bien grand un jour, comment ces pays ont avancé. Les grosses structures que vous voyez en Europe un peu partout ont commencé par des structures qui étaient toutes petites. Et nous, on n'a pas commencé en certaines choses. Mon avis à moi est que chaque ingénieur agronome camerounais, chaque vétérinaire camerounais, que l'État ou sa famille ou n'importe qui lui fasse enlever cette veste, qu'il mette la blouse, la combinaison, les bottes, et qu'il met son exploitation, même si c'est un demi-hectare. La richesse commence par un demi-hectare. Après, on passe à 2, à 5, à 10. Nous appelons ça l'approche à petits pas. C'est une option que semble ne pas soutenir. Moi, je vais le défier sur ça. Je vais lui expliquer que quand vous êtes parti dans l'approche à petits pas, les souffrances, les erreurs que vous commettez à 1 hectare ou à 2, si vous passez l'étape, vous savez les exploiter, les implémenter à 5 ou 10 hectares. La question que moi je voudrais peut-être vous poser pour peut-être comprendre l'insatisfaction de Georges Meka, c'est qu'au vu des enjeux aujourd'hui, Oui. de la masse de population à nourrir 25 millions, des enjeux à court terme, on parle du 1er janvier pour la mise en place de la zone de libre-échange continental, c'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de nourrir sous-région, voire l'Afrique. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller sur des projets d'un demi-hectare? Non, j'ai donné c'était un style. Attendez que je finisse. Moi, je vois dans chaque département, avant d'arriver au niveau de l'arrondissement, qu'on sache le département du Noun, le département de la Léquier. Ce que les Bambous mangent, ce n'est pas forcément ce que les États mangent. On est pourtant du même pays. Tout à fait. Il faut donc que le maire du coin, le sous-préfet, les préfets, les autorités administratives, politiques, économiques, qu'on ait l'assiette commensale. Le plat du département, c'est quoi? La spécialisation. Voilà, c'est le riz qui est primordial ici. On met beaucoup de moyens dans le riz, dans ce département, si les conditions agroécologiques, avec les problèmes de changement climatique, permettent de le faire. On a eu des projets dans les ministères où le ministère lance un projet et puis on dit il faut au Grand Nord, il faut au Sud, il faut... À la fin, vous vous rendez compte que ce n'était pas nécessaire d'aller le faire dans telle zone. Donc, première des choses. Maintenant, à l'intérieur de ces départements, en fonction des superficies disponibles en terre, et des hommes pour animer cela. La formation agricole. Est-ce que c'est des théoriciens de l'agriculture, des vétérinaires comme moi, chevronnés, qui ont beaucoup de diplômes de PhD et autres, ou c'est des gens qui savent transplanter, comment on dit ça, la semence de tomate. Je veux parler du doigté, l'ouvrier agricole. Il y a aussi un gros problème à ce niveau. Vous me parlez de janvier, nous sommes en août. Vous croyez qu'en 3-4 mois, un homme qui n'a jamais appris, parce qu'il est au bureau, ou parce qu'il sort d'une école de formation quelque part, exactement comment on tient un poussin qui sort du couloir, il ne pourra pas. Il faut une formation agricole
adéquate. Il y a Maintenant, quand même la formation, il y a quand même un embryon de il y a de déjà, projets, nous avons au ministère, au Cameroun par exemple, des équipes qui sont sur le terrain, des jeunes, des projets. formés, qui sont bien formés sur le plan de la théorie et déjà, il faut le reconnaître aussi, sur le plan de la pratique, mais ça ne suffit pas. Si vous mettez 2 garçons qui n'ont jamais élevé 2000, 3000 poulets, croyez-moi, au bout de la 3e bande, ils vont être rattrapés par des maladies ou bien des échecs. Il faut de l'expérience. Mais je le rejoins dans ce sens que, au bout de 3-4 ans, on doit être capable de savoir qu'il y a le monde rural, il y a les populations urbaines qui ne vont pas au champ. Il y a une de ces 3 ou 4 millions d'habitants. Voilà autant. Ces 2 mégapoles, à elles seules, prennent, je crois, le tiers de la population du Cameroun. On ne gère pas Yaoundé et Douala comme on gérerait Bolova, Samélima ou je ne sais pas, une autre ville du pays. Donc, le background agricole, agro-pastoral, rural est là pour nourrir la ville. Mais les grosses structures requièrent aussi de gros moyens qu'on n'a pas en ce moment de récession, des gros ingénieurs, vraiment des connaisseurs de la chose et des agroéconomistes, comme j'aime souvent le dire, qui ont le niveau de gérer ces choses. Georges Mécard, Oui. rapidement avant la prise de parole de Marie Loubou. Non, je crois que nous devons faire face à la réalité. Nous savons aujourd'hui qu'on ne peut pas aller en France à la nage. Ni avec un vélo, ni avec un bimoteur. On est obligé d'acquérir un avion qui coûte au minima au moins 100 milliards de francs CFA pour transporter un maximum de 300 personnes en 6 heures de temps. J'utilise cette image pour montrer les défis qui existent au niveau de l'agriculture. On a arrêté de voyager aujourd'hui dû à la fermeture des frontières, mais nous n'avons pas arrêté de manger. Donc l'urgence est alimentaire et l'urgence pour rattraper le retard et accélérer le développement passe uniquement par la professionnalisation de l'agriculture. Face à l'exode rural aujourd'hui, sur un sondage de 10 jeunes, 90 ne veulent pas vivre dans les zones rurales. Et nous devons faire face à cette réalité. Parlant de formation professionnelle, avant d'avancer dans votre réflexion, un pays comme le Cameroun avec un tel potentiel, une grande école d'agronomie, un seul centre de recherche, est-ce que c'est suffisant? Au niveau de la formation, il n'y a pas de problème au niveau du Cameroun. On peut se contenter d'une seule école d'agronomie. Non, il y en a même plusieurs. Il y a la FASA, il y a l'école d'agroalimentaire à Ngaoundéré. Il y a aujourd'hui la formation des techniciens agricoles que j'utilise pour certains. L'offre ne fait que s'accroître. Et elle est bonne. Il suffit de la mettre en pratique, de la professionnaliser davantage. Elle est bonne. La recherche est bonne. La recherche est bonne pour les variétés de semences qui sortent de l'IRAD. C'est plutôt la multiplication, la disponibilité, le coût rapide qu'il faut accélérer. Nous pouvons être exportateurs de semences. Comment se fait cette accélération ? Cette accélération se met en place justement par l'extension de champs semenciers qui sont nécessaires. On ne produit que des semences pour être utilisées justement dans les champs de production agricole. Nous importons les semences du maïs, le panard, nous vient d'Afrique du Sud. Nous ne sommes pas producteurs. Donc, si le stock de maïs, de semences de maïs ne peut plus entrer au Cameroun, on ne pourra plus être producteur. Ça comporte des hauts risques. Donc nous n'avons plus le temps de perdre. Tout peut s'arrêter sauf le développement agricole. Aujourd'hui, il y a plus d'immeubles qui montent dans nos villes que de fermes. Et ils ont compris que la ville, on ne peut plus construire simplement sur 500 mètres carrés. Il faut monter en hauteur. Mais pourquoi, quand il s'agit de l'agriculture, on a peur de professionnaliser, on a peur d'étendre à de grandes exploitations agricoles et chaque jour, il faut importer, il faut dépenser, et on ne peut rien faire face aux dynamiques socio-culturelles qui se passent aujourd'hui. On mange davantage dans les snacks et les restaurants
qu'on ne mange à la maison aujourd'hui. On mange ce qui est importé, les hamburgers, le shawarma et tout cela, c'est des modes importés et changer cela deviendra difficile. La priorité, c'est la production. Les filières de cacao, nous devons atteindre d'ici 6 ans à 10 ans les 1 million de tonnes. Ça doit être une obligation. Café, pareil. La noix de cajou, pareil. Le riz, nous devons dépasser la production, une production d'au moins plus de 2 millions de tonnes produites. Ça doit être des objectifs précis. Et on ne peut pas le faire avec des unités de projet, un coordonnateur, quelques ingénieurs, et on cherche à qui donner de l'argent, à qui former pour aller faire, avec une existence d'un projet de 5 ans. Non, on perd trop de temps. Il faut directement donner 30 000, 20 000 hectares à des structures avec le but de produire et mettre au-dessus justement des organismes de commercialisation qui peuvent être achetés, pourront acheter et commercialiser à l'extérieur. C'est le défi auquel nous devons faire face pour relever l'agriculture, servir donc d'intrant à l'agro-industrie. C'est à ce prix-là que les brasseries du Cameroun, l'une des plus grandes unités de production et de sociétés rentables, n'achètera plus du maïs importé, du houblon, qui viendra de l'étranger, y compris les autres entreprises, parce qu'elles trouveront ça localement. Voilà des filières qui marchent et qu'on peut intégrer très très rapidement. Le maïs est un cycle de 3 mois, 2 fois l'année au niveau du Cameroun. Le fonds d'investissement agricole, nous avons commencé en Ouganda avec 10 000 hectares en 2017. Aujourd'hui, en termes de revenus, nous sommes à plus de 10 milliards de francs CFA en 3 ans simplement. Donc, c'est possible, c'est une réalité. Il faut revenir aux grandes structures de production agricole. Il faut revenir aux grandes structures agricoles. Il le disait également, Georges Meka, il faut une économie, on va dire, dirigiste. Enfin, ce sont ces termes. Vous souscrivez à cette option, passer le cap des petites exploitations d'un demi-hectare, d'un hectare. Il faut aller vers des investissements massifs au vu des enjeux. Joseph-Marie Eloundou. Quand vous dites massif, vous allez prendre ça où? Vous savez, il ne faut pas rêver. Qu'est-ce qu'il faut aller prendre où? Les ressources. Les ressources financières. Vous allez investir massivement avec quoi? Non, monsieur Eloundou, ne dites pas ça. L'État, le monsieur, plan d'urgence, l'État a obtenu 1 000 milliards de francs CFA. Ils sont où? Mais ça a été obtenu. Mais c'est où? Mais c'est l'utilisation. Bon, alors, je vais dire Maintenant, nous sommes en PIB de dette, nous sommes à 37%, 37 à 40%. Bien en deçà de 75%, 70% des normes de la CEMAC. Nous avons encore un portfolio d'emprunts au niveau de la BAD et de la Banque mondiale. Et depuis bientôt 3 ans, l'État n'emprunte que sur le marché intérieur. Vous permettez, des obligations, des emprunts obligataires, c'est au niveau national. Maintenant, le défi sera notre capacité d'investir, de les utiliser et de les rentabiliser et de bien gérer. Pour construire les derniers barrages et les infrastructures, nous avons obtenu des prêts concessionnels et non concessionnels. La problématique vient dans les délais d'exécution. Et c'est pour ça que quand on veut aller vite, dans les BTP, il faudra au niveau du Cameroun obliger toute société qui gagne un marché d'infrastructure de travailler 24 heures sur 24. Il est inadmissible qu'un délai d'exécution de 6 mois devienne un délai d'exécution de 42 ans ou de 2 ans. Ce n'est de 42 mois ou de 2 ans, ce n'est pas possible. Donc il faut un système dirigiste très fort qui va, quand on veut, on le fait. Très bien. Je pense qu'à cela, on peut ajouter. Marie Eloundou, vous permettez, je vous passe la parole. Hein. On peut ajouter, allant dans le même sens que Georges Meka,
l'État devrait peut-être sortir de l'émiettement, parce qu'il y a beaucoup de financements qui se retrouvent dans plusieurs projets, projet banane, projet plantain, projet. Il y a un émiettement Oui, de oui. financement Ouais. pour des Finalement, on a petits, des rien. tout petits Il projets, faut 1 hectare, choisir 3 ou 4. c'est peut-être dans ce sens qu'il dit. Mais c'est pour ça, je ne comprends pas pourquoi. Bon, monsieur Mekapran, C'est l'ANACAR. monsieur Mekapran, c'est. Le micro. Il parle de ce. Là, je m'adresse à José Meka. Voilà, Allez-y, José Marie. ce sont des vœux. Hein, c'est comme M. Est-ce que Mekapran. c'est impossible? Il a donné un cas C'est des vœux qui ne sont même pas réalisables. C'est un environnement qui n'est pas réceptif à ce genre de ce qu'il dit là. Ce qu'il dit là n'est pas faisable au Cameroun. de 37% Pourquoi? au plafond de 70%. Même les chiffres là, taux d'endettement. même les Est-ce que chiffres, le Cameroun n'a pas une marge supplémentaire? Est-ce que ça même c'est la les réalité? chiffres là, c'est des chiffres qui n'ont pas d'emprise sur les politiques réelles. Bon, parce que pour avoir cet argent, c'est un problème. C'est un problème. C'est conditionné par plein de choses. À savoir, Il y a par les politiques, par les gouvernances, par tout ce que vous La voulez. corruption. C'est-à-dire que, il y a tout ça. Mais parce que les faits sont là. Monsieur Meka sait que les 1000 milliards ne sont pas là. Mais qu'effectivement, on a besoin de ça. Même si on dit que c'est là, mais ce n'est pas là. Parce que ce que j'ai dit, c'est que l'agriculture est une chose pratique, monsieur Meka. Il est question que l'on plante. Ou alors que l'on produise massivement, comme vous dites. Mais qu'on le fasse où? Vous avez Qu'on le fasse mangé, comment? vous avez mangé aujourd'hui. Vous permettez que je parle. L'agriculture est subventionnée dans tous les pays. Vous avez mangé aujourd'hui. Non, il s'agit Aujourd'hui, quand vous avez mangé ce matin ou ce il soir, s'agit de dire que l'État a le subventionné Cameroun a décidé votre poulet. de faire l'agriculture administrative. C'est-à-dire que le problème est là. Le problème est que on dit qu'il y a on va financer. Et on finance par quels moyens? On prend l'argent où pour le faire. Et on le fait quand? Et qui, maintenant, lorsqu'on a cet argent et qu'on veut l'injecter, qui est-ce qui l'utilise? Quelles sont les directions que cet argent se prend? Est-ce que cet argent va effectivement dans les projets? Donc, première chose, il faut que le modèle, la conception même du modèle économique et du modèle de gouvernance soit revue. Vous avez, et ça là, lorsque des gens importent 800 000 tonnes, ok? 800 000 tonnes. Qui importe ça? Mais tous ces gens-là, tous ces ministres-là, qui viennent donner des leçons... vous parlez bien du riz. Oui. 115 000 tonnes, à raison de 32 milliards pour le premier trimestre. C'est le premier trimestre. Donc nous sommes donc à peu près à 400 000 tonnes. 894 000 tonnes pour l'année 2019. Alors, ça, qui donne l'autorisation d'importer ça? Mais on importe ça comment? Il n'y a pas de quota. Commençons par là. Est-ce qu'on est obligé d'importer déjà 800 000 tonnes? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on ne peut pas limiter ça? Limiter quoi? Et 800 ça, 000 tonnes de riz. 800, on Vous met... souscrivez là la thèse selon laquelle ces importations, c'est une sorte de mafia, c'est le business de ces C'est parce que justement, les gens qui doivent décider sont dans le coup. Il faut, et ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas comme fabrique des ingénieurs, ça ne coûte pas un financement. Ça coûte une décision politique qui dit non, nous ne pouvons pas être envahis par le riz thaïlandais ou le riz, je ne sais pas d'où. Nous avons du riz ici à côté. Bon, vraiment, faites tout pour que le riz ne dépasse pas les 200 000 tonnes, par exemple. On ne peut pas être dans un pays où tout entre n'importe comment par toutes les portes. Pendant ce temps, les membres du gouvernement paradent avec les hommes d'affaires en vous faisant croire qu'ils sont en train de gérer le problème. Vous dites à un type qui importe, à qui vous donnez Vous ne l'importation... donnez donc pas de crédit aux concertations organisées par le ministre du Commerce. C'est le cinéma, c'est le cinéma. Vous savez, ça ne donne rien. Mais de toute façon, moi je suis pragmatique. Quand on a fini une réunion, il faut qu'on voit le résultat. Bon, depuis qu'on fait une réunion, il n'y a quel résultat? Les prix n'ont pas clair. augmenté, il n'y a pas eu d'inflation. Et lorsque les prix ne montent pas, ça ne veut rien dire. Strictement rien dire. C'est-à-dire que, Ça veut dire que le l'État a niveau de revenu des populations peut permettre qu'on achète... Monsieur, les vous permettez, exonérations non, je ne vous sont coupe pas. subventions. Permettez que je On développe. permet à M. Lundu de Je développe. Je dis que depuis des décennies, les gens font des réunions, et on ne voit pas de résultats. Et vous et moi, nous sommes assis, nous sommes témoins. Chaque année,
la quantité de riz importé augmente. Et les mêmes gens font les mêmes réunions, nous communiquent des chiffres, constatent que ça augmente, et ils ne font rien, vous disent non, que ces gens qui importent recyclent cet argent en agriculture. Mais c'est complet. Mais monsieur Moka, vous allez peut-être m'expliquer qu'est-ce qui justifie un tel comportement. Vous êtes un État, vous observez que votre commerce extérieur prend de l'eau, que vous importez tout. La friperie, est-ce que la friperie c'est une production? C'est une concurrence déloyale. Vous faites entrer une chemise à 1000 francs. La bonne femme, quel que soit l'effort que le tailleur du coin va faire, vous allez peut-être me demander aussi de faire des grandes confessions, mais il ne peut pas vendre sa chemise à 1000 francs. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter la friperie? Net, ça fait 10 milliards qui restent dans le pays. On coupe ça et on dit bon, chaque année on produit des enfants qui sortent des industries d'habillement. Chaque année, avec des CAP, des BP, ils sont pleins. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont fini d'apprendre l'industrie d'habillement? Ils vont vendre la tomate au marché. Ils vont vendre de l'eau. Ils vont faire le colbert. La réalité avec ça que le Made in Cameroun, vous arborez fièrement un modèle africain, mais ça coûte plus cher. Moi, je ne m'habille que comme ça. Parce qu'effectivement, ça coûte plus cher. Il faut que, d'abord, que les élites, là, les Meka, tout le monde, habillez-vous comme moi. Je suis désolé. Ma veste, c'est Made in Cameroun. Non, mais c'est... Bon, si vous êtes Made in Cameroun, c'est bien. L'autre chose qu'il faut dire, et là, il faut éviter d'aller partout. De dire, on va faire le soja, on va faire... Il faut entrer dans des modèles industriels. Le modèle industriel, c'est pas seulement... Et là, je suis... Quand M. Meka parle des agro-industries, des grandes plantations, peut-être, je sais, il est sûrement agroéconomiste, il sait que il faut mettre au cœur de ces grandes industries les unités de transformation. Bien évidemment. Pour qu'on rentre donc dans des modèles intégrés. En termes de modèle d'échange interindustriel, ça c'est le modèle de Léon Tief. C'est-à-dire qu'ici, et c'est ce modèle que nous avons envisagé dans le prébat à l'époque, c'est le même modèle qui avait été esquissé à Tikondi pour l'agro-industrie sucrière de Tikondi, qui a été effectivement bouffé par les ministres et les membres du gouvernement et les administrateurs là, que vous dites, que vous soutenez là, qui sont des gens qui sont le premier problème, M. Meka. Il faut que ces gens-là sortent du système de production agricole, qu'ils sortent complètement de là. À la limite, que l'on confie ça à des ingénieurs, à des agro-industriels, et de tout, on crée une structure. Le ministre de l'Agriculture actuellement, c'est bien... Non, il est ministre. Non, il est ministre. Il est dans un système étatique. Nous voulons une société spécialisée. Parce que M. Meka, il est dans un groupe spécialisé. Vous avez donc des modèles qui sont opérationnels. On dit, le Cameroun veut être un exportateur de riz. Bon, on n'est pas obligé d'être exportateur de tout. On dit, bon, nous voulons exporter le riz. Quelle est la politique du riz? On dit, on se donne les terres. Il y en a. Il y en a puisqu'on les vend aux autres. Il y en a. Est-ce qu'il y a des hommes qui savent le faire? Il y en a. On le fait déjà à Yagua. Est-ce que c'est tout ça? Et maintenant, on met donc, puisqu'on dit qu'on n'a pas véritablement des moyens, on met les moyens dans ce riz-là. Et on fait progresser, n'est-ce pas, le système riz. Et le système riz, mon cher, il y a des effets d'entraînement sur le système riz. Ok? Le système riz, on peut nourrir le poisson avec du riz. Parce que vous avez des grandes industries, les grands cours d'eau que le président a fabriqués avec ses amis, avec le gouvernement. Vous avez l'Ompangar. Qui fait l'élevage de poissons à l'Ompangar? C'est les Ghanéens. Vous avez l'Ompangar, vous avez Mbakaou, vous avez Menchim, vous avez toutes ces grandes surfaces d'eau-là. On peut faire de l'industrie du poisson dedans. Vous pouvez devenir exportateur de filets de tilapia. L'Égypte est le premier exportateur mondial de filets de tilapia. Vous entrez dans vous dites, nous, le riz c'est nous et le poisson c'est nous. Avec deux produits phares comme ça, vous pouvez commencer à parler dans le monde. Et quand vous arrivez quelque part dans le monde, ici, voilà le riz du Cameroun, voilà le poisson du Cameroun. Et si on peut le faire et faire entrer donc massivement des devises en ce moment-là,
On sort de la dépendance financière. Parce que le problème, c'est ça, M. Moka. Notre balance commerciale étant déficitaire, nous n'avons pas les moyens de financer. Parce que nous n'avons pas de devises. Nous sommes obligés d'aller nous endetter auprès des bailleurs de fonds qui nous donnent l'argent à temps et à contre-temps, qui nous donnent la quantité qu'ils veulent, en fonction de ce qu'ils croient être nos besoins, alors que nos besoins sont immenses. Troisièmement, la question foncière, il faut la gérer. Il faut valoriser les terres camerounaises. C'est de donner l'impression que c'est des terres en jachère, où chacun peut venir le matin et dire j'entre ici. Non, il faut que quand vous attaquez un espace, que cet espace soit identifié, connu par le système financier et le système hypothécaire. Et que lorsque vous entrez là-bas, si vous dites je suis à tel endroit, vous savez, on le fait maintenant par Internet. Hein, et l'État innove avec le crédit bail comme un mode de financement. Non, mais ça, c'est pas courant. Et monsieur Ebodé vous a dit ici, un problème de courant général. Parce que si vous allez faire un petit truc quelque part en bail, il faut que l'ensemble du système soit cohérent. Si je veux prendre un crédit, il faut que le banquier qui pianote sur son ordinateur retrouve l'espace, n'est-ce pas, le territoire dans lequel je voudrais m'installer, qu'il soit visible, qu'il ait la surface, qu'il ait la valeur de cet espace et qu'il puisse éventuellement donc m'accompagner dans la démarche. On le fait, c'est une démarche Je voudrais, cher monsieur, avec votre permission, qu'on attaque un deuxième produit. On parlera du poisson, il a déjà emboîté le pas. Les importations pour 2019, sensiblement 200 000 tonnes, pour un coût de 170 milliards. Mais un problème qui est révélé, docteur Ebodé, c'est votre domaine, au niveau des pays africains en général, les zones côtières, c'est que les eaux poissonneuses des pays africains, des pays côtiers, sont à la merci des grands chalutiers chinois, espagnols, français, et tout. Et il y a comme un laisser-faire des États africains. D'accord. Je vous remercie de la possibilité que je puisse m'exprimer là-dessus. C'est un problème connu, que nos économies sont extraverties et le poisson est justement le produit avec le lait, et à une certaine époque avec le poulet, qu'on avait toujours indexé comme étant ceux qui sont le plus importés. Alors que je continue à dire que par rapport à nos superficies, par rapport au nombre d'habitants et par rapport au volume d'eau qui coule dans nos cours d'eau dans notre pays, le Cameroun est parmi les pays dans le monde les mieux nantis en matière d'eau. On ne saurait concevoir le poisson sans de l'eau. Tous les départements du Cameroun pour le même cours d'eau. De deux, je reviens là-dessus. Le monde n'est pas... Nous ne sommes pas un pays qui est à part, qui fait ces choses à part. Les autres font beaucoup de choses. Nous aussi, on fait de bonnes choses au Cameroun. Maintenant, quand on va chez les autres, on voit ce qu'ils font, on voit comment ils ont résolu ça. Et à une certaine époque, j'ai visité la Chine et Israël. Et j'ai vu qu'en Israël, ils avaient implémenté, comme des expériences scientifiques ou techniques, comment produire du poisson hors sol. J'ai vu ça, c'était merveilleux. Nous sommes partis en Chine l'année qui suivait. On a trouvé que les Chinois qui ont eu la même information l'ont développé en moins de 2 ans. Au point où aujourd'hui, dans les marchés de Yaoundé, de Douala, de partout, nous consommons dans les chambres froides du tilapia produit en Chine et du produit hors sol, c'est-à-dire comme dans une enceinte comme celle-ci. Les cuves. Il nous faut quoi de plus pour qu'au Cameroun puisse le faire? On a commencé les expériences, on est buté à ce que la qualité de l'aliment est déjà un tout petit peu bonne, mais il faut encore améliorer. Nous avons l'habitude de dire qu'impossible n'est pas camerounais. Qu'est-ce qui nous empêche de percer le mystère qu'il y a? Il faut des appareils pour fabriquer un aliment qui flotte un peu plus de 2, 3, 4, 5 minutes afin que le poisson puisse le prendre. On peut y arriver. Il y a déjà des Camerounais qui pilotent un avion. Il y a un siècle, nous ne pilotons pas d'avion ici. Ce n'est pas ça qui peut nous dépasser. Moi, je vois la volonté politique, la gestion des moyens qui sont mis en place. C'est l'administration. Cette fameuse rigueur dont parlait le chef de l'État. C'est l'administration camerounaise. Où va l'argent? Mettez le doigt dans l'affaire. C'est l'administration camerounaise. Moi, je propose dans Serge
qui met le doigt, parce que vous Non, mais attendez, attendez, vous êtes évasif. non, attendez, d'où vient je suis en train d'arriver il faut qu'il touche ça. Monsieur, parce que lui, il évite ça depuis. Prêtez-moi de l'argent, mais Non, pas non, le je mot. vous prête pas. Je Je dis ceci. Attendez, je vous dis une chose qui va vous aider. On ne va pas étouffer. Monsieur Lundu, si vous venez me voir au sortir de cette réunion, je vais vous donner des jeunes ingénieurs camerounais formés à l'Institut des sciences halieutiques à Yabassi qui vont vous faire un petit projet de 2 mètres cubes, 3, 4, 5 mètres cubes pour que à côté de votre lit, dans la cuisine de votre femme, ou derrière la case, si vous avez une clôture pour la sécurité, vous commencez à produire 10, 20, 30, 40 tonnes chaque année. vous surprendrez en vous disant que j'y suis déjà. Et c'est qui est une bonne chose. Donc, vous comprenez que je ne tourne pas du tout. Non, je voulais que vous touchiez le problème. Attendez. Le problème macroéconomique du doigt. Non, ne m'occupez pas. Moi, toucher. moi, je vois pour cette histoire du poisson. Je l'avais dit en son temps, un de mes ministres, tout poisson qui est importé au Cameroun doit faire l'objet d'une taxe, aussi minime que soit-elle, aussi grosse que D'abord, c'est soit-elle, du mauvais poisson. pour qu'on puisse financer toutes nos initiatives locales avec un appui de l'État et des individus. Je vous rejoins, M. Meka, que l'État ne produit plus. C'est les privés qui font l'économie. L'État est un organe régulateur de l'économie. Quand vous mettez l'État à produire l'État... Je ne me connais pas du même avis que vous. Non, si, il a dit qu'il faut lancer... Dirigiste, des grands mais projets. capable de la dictature du bien. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire, c'est sujet bien. Parlez de l'économie dirigée. Oui, mais même aux États-Unis, où on institue certain capitalisme de bête et sauvage, l'État a son nom, son rôle régulateur. Mais moi, je dis qu'au niveau du département, au niveau de l'arrondissement, on est en train de décentraliser le pays. Chaque maire doit être capable de nous dire, dans la commune de Kola, j'ai combien 20 25 000 habitants. La consommation en poisson, elle est de ceci. Et nous sommes capables, dans cette consommation-là, de produire tant. Nous avons monté, après un séjour qu'on a fait en Israël, nous sommes en train de monter un projet pour produire au Cameroun dans un certain nombre de communes, ce genre de choses. Mais on est buté à ce qu'il faut une bonne étude, parce que si vous vous trompez dans l'étude, vous avez raté le projet. Deuxièmement, il faut les acteurs. J'insiste sur le fait que la formation professionnelle n'est pas seulement un diplôme qu'on brandit, je suis ingénieur. Maintenant, il faut quelqu'un qui sait manipuler l'aliment, qui sait soigner un poisson qui est malade. Maintenant, pour revenir sur le lait, parce que le temps presse, le nord-ouest du Cameroun, malgré le conflit qu'il y a là-bas, la Damawa du Cameroun, une partie du Mbam, une partie de l'Est, la partie nord de l'Est et la Haute-Sanaga, c'est des plateaux idéaux pour pouvoir produire du très bon lait au Cameroun, pour que toute la République d'Afrique, que j'appelle souvent la République d'Afrique centrale, ne manque pas de lait. On a les potentiels. On le fait même déjà, mais maintenant, comme je le dis à niveau volonté politique, les hommes pour le faire et les objectifs de production. Très bien. Et le dernier élément, c'est tout ce qu'on a dit, est tributaire de 3 choses. On n'a pas d'électricité au Cameroun. Produisez du lait. Si après 12 heures de temps, ce n'a pas été, même 5 heures je crois, qui n'a pas été mis là où il faut, dans le frais, c'est perdu. Même les porcs ne pourront pas le consommer parce que les bactéries se sont développées, ils le consomment dans une entérie. Pas d'électricité. Deuxième élément, les routes. Dès que vous avez produit du lait ou du bon poisson qui est frais, qui est vivant, prenez 4-5 heures ou une demi-journée, une journée parce qu'on ne peut pas accéder dans les marchés, le poisson est mort, le lait est gâté, on ne peut pas. Et troisième élément, c'est l'eau. Et là, je reviens sur tout ce que vous avez dit sur l'agriculture. L'irrigation. La maîtrise de l'eau est cruciale dans tout ce qui est agriculture, dans tous les pays du monde où on a de bons résultats dont vous parlez, M. Meka, c'est qu'on maîtrise l'eau. Or, nous sommes assujettis à la question des changements climatiques. Je vous assure, j'ai un ami qui fait du maïs dans la zone de Mankomo. On a cherché pendant 2 mois un séchoir de maïs parce qu'il n'arrivait pas à sécher son maïs à la régulière, c'est-à-dire sur les pieds. Parce qu'il pleut tous les jours. Nous savions que les pluies, moi quand j'étais élève, c'est du 15 mars au 15 juin, après vient la petite saison là qu'on appelle le Yonambeti, où c'est la rosée, puis peut-être du soleil dans la journée. Il n'y a plus rien. Ces derniers jours, il pleut beaucoup. Ce n'était pas prévu comme ça. Et puis vous vous retrouvez en septembre, où il ne pleut pas. Et puis subitement en octobre, 15-20 grosses pluies, ferme de maïs. Ben, il lui faut 70 jours de maïs de pluie pour le maïs.
de façon régulière, pour qu'il y ait la poussée, la montée, la formation des épis, le gros grain de maïs. Et pour le sécher, c'est complexe. Donc il faut maîtriser l'eau. C'est- Là, je voulais en venir. Très bien. Et qui dit eau, dit système d'irrigation. Et là, maintenant, chacun, en fonction de son niveau, de ses moyens, rentre dans ce qu'il faut. Donc c'est complexe, ce n'est pas aisé, mais on peut y arriver. Ce n'est pas impossible. On peut y arriver. Georges Meka, avant votre prise de parole, on va rapidement, il nous reste un peu moins de 15 minutes, on va aller du côté de Douala pour recueillir également le regard d'Alain Foning. Il est directeur associé d'Agribusiness Investment. C'est un entrepreneur camerounais très bien moulé dans les questions d'agriculture et d'investissement y afférentes. On l'écoute, on revient pour la suite. Alors, bonsoir Monsieur Sepo et vos millions de téléspectateurs. Alors, ce que nous pouvons dire par rapport à l'importation massive de denrées alimentaires de base en Afrique, c'est le fait que nous n'avons pas des politiques économiques qui mettent le consommateur local au centre de nos préoccupations. Je m'explique. Dans nos pays, nos produits de base sont la banane plantain, le manioc, l'igname, la patate et bien d'autres. Mais au niveau des plantations industrielles, nous sommes beaucoup plus concentrés sur la production de l'EVA, sur la production de la banane dessert, de la banane douce, de la banane dessert d'exportation, sur de la matière première qui est destinée à une industrie qui n'est pas dans nos pays. Alors, ce qui pose un problème déjà au niveau de l'emploi, en fait, parce que si nous pouvons transformer nos produits localement, cela va générer de l'emploi pour nos compatriotes, et ensuite arriver à satisfaire nos besoins alimentaires propres. Au Cameroun, par exemple, nous avons à peu près un peu plus de 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont besoin de manger et ils ont besoin d'avoir accès aux cultures vivrières à des prix qui soient effectivement abordables. Ils ont besoin d'avoir une industrie locale qui utilise la matière première locale pour mettre à disposition des populations des produits qui ont passé une première et une deuxième transformation pour arriver à satisfaire les gens au niveau que ce soit au niveau de l'alimentation infantile, que ce soit au niveau des besoins de consommation courante. De l'autre côté, nous avons l'exportation des produits également vers la région. On sait que, par exemple, au Cameroun, il y a beaucoup de filières sur lesquelles l'offre est largement inférieure à la demande, mais nous exportons quand même des vivres à l'étranger. Donc c'est un véritable paradoxe auquel nos pays doivent faire face. Et pour pouvoir... Très bien, merci Alain Foning pour ce regard. Une chose que vous vouliez prendre la parole. Oui, je dirais... On retient quand même, dans le propos d'Alain Foning, ce paradoxe. Nous exportons certains produits alors que l'offre en interne n'est pas déjà suffisante pour la consommation locale. Oui, c'est le cas de la tomate que nous avons récemment vécu. La fermeture des frontières a entraîné l'arrêt des exportations vers les pays voisins, qui vient nous rappeler justement que le Cameroun a des avantages comparatifs et compétitifs. Des producteurs qui dans une certaine mesure, sont subventionnés, accompagnés par l'État dans la vulgarisation, dans la distribution des semences et des engrais. Mais on réalise que nous ne transformons pas. Nous n'apportons pas de valeur ajoutée. Il faut passer justement à la transformation de ces tomates en tomates en boîte, par exemple, ou en pâte, qui sont aussi importées dans le même temps. C'est des restructurations qui peuvent se faire en moins de 2 ans. Et donc, le Cameroun va gagner. Pour revenir aux poissons, il faut le rappeler, l'État a eu 2 sociétés, une publique qui était Crevettes du Cameroun et une qui était avec investissement de l'État, Camer Cruise. Ne l'oublions pas,
c'est justement cette pêche en haute mer qui est beaucoup plus rentable que tous les bassins de pisciculture qu'on essaye de mettre autour de nos départements, régions et villes. Pour encore dire quoi? Pour dire que c'est en revenant justement vers un dirigisme économique très fort qui fait jusqu'aujourd'hui le succès de la Chine. Dirigisme par des contrats avec des entreprises privées, l'État met de l'argent et y veille fortement, ou alors des entreprises étatiques. Toutes les entreprises chinoises qui sont au Cameroun pour Ce sont des entreprises d'État. sont des entreprises d'État. La preuve maintenant, c'est le paradigme managériel que l'État doit intégrer. Alors, je m'en vais vous poser la question. On va sortir, on a moins de 5 minutes. Dans cet élan de dirigisme, il faut peut-être intégrer le rôle des collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que, pour vous, elles peuvent jouer un rôle capital pour non seulement booster la production? On sait que tous les départements, tous les arrondissements du Cameroun, même le Fondi et le Vori, qui sont goudronnés partout, il y a un potentiel agraire. Intégrer peut-être les collectivités. On parlait là. On peut intégrer. Si on imaginait par exemple nos 360 communes avec chacune un bassin de production piscicole à hauteur de 2-3 hectares, des étangs montés, à l'échelle du Cameroun, je pense que cela inverserait bien la tendance en termes d'importation. Je voudrais répondre à la fois oui. Je voudrais répondre à la fois oui et non. C'est vrai qu'il y a un transfert de compétences qui est dévolu aux collectivités territoriales décentralisées dans la production et promotion de la production agricole, de l'élevage et de la pêche. Mais est-ce qu'elles en ont les compétences et les moyens financiers? Non. S'il n'y a pas d'efficience et d'efficacité au niveau central, je ne pense pas qu'il y aurait au niveau local également. Très bien. Et dans l'équilibre compétitif, comparatif, efficacité et efficience, pour un pays encore fragile comme le nôtre, avec un marché qui n'est pas structuré économiquement et intégré, vaut mieux prendre un risque au niveau central avec l'État. Joseph Marié-Londo, les collectivités territoriales décentralisées, un moteur pour la relance de la production à la base. Vous pensez que dans cette approche dirigiste, elle peut jouer un rôle particulier, un rôle central? Bon, approche dirigiste ne rime pas bien avec la décentralisation. Ça rend, il y a un conflit là, un conflit conceptuel. Donc, moi, je pense qu'il faut être, comme je dis, pragmatique. Les maires là, quel est leur programme? Quand vous voyez ces gens dans les campagnes, vous avez vu un programme de mairie cohérent? C'est des gens qui veulent faire les routes, qui veulent faire, c'est pas moi... Parce que des hôtels de ville à hauteur de milliards... On ne voit pas un programme de développement intégré. Formation des jeunes ou des hommes, même on ne forme pas que les jeunes, même les hommes d'un âge avancé. Même monsieur Loulou peut être formé. On ne voit pas de formation. L'enjeu des importations peut-être amènerait, c'est peut-être une réflexion. Eux-mêmes mangent dans les hôtels de Yaoundé. Ils ne savent même pas quels sont cultivés chez eux. Ils ne sont pas au courant. Donc, je pense qu'il y a toute une réforme en profondeur. Il faut c'est-à-dire réformer toutes ces mentalités de ces gens qui veulent gouverner. Parce qu'en plus, souvent, ils mettent beaucoup d'argent pour ça. Donc, quand ils arrivent là, leur problème, c'est de se rembourser d'abord, au lieu effectivement de mettre en place des programmes de développement. Docteur Eboudi, on sort par vous. Oui, merci Serge. C'est la première fois que je suis ici. Pour être très bref, on ne peut plus s'asseoir à Yaoundé et concevoir le développement d'un gars de Kiossi sans que le maire, les élus locaux, les populations ne soient impliqués dans la conception même de tout ce qu'on veut faire. Impossible. Ça ne marchera pas. Puisque tout ce que nous avons fait avant, dans ce qu'il a appelé dirigisme, et par respect pour lui, je lui ai dit la dictature du bien, qui n'a jamais été bien, c'est dépassé. Si on se maintient dedans, on va échouer. Deuxièmement,
l'État central continue à jouer son rôle régulateur. C'est le Cameroun qui est représenté à l'extérieur, ce n'est pas Kiossi, ce n'est pas Okola. Mais l'État central doit savoir, tout en étant État central, il a déjà des démembrements qui ont des besoins précis. Donc, j'ai toujours posé la question à quelqu'un un jour, quel maire pour quelle décentralisation? C'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut qu'ils aient un niveau de compréhension des problèmes des populations à la base. Chaque maire doit me dire, après un an de séjour à la mairie, dans ma Oui commune, ou non, les collectivités peuvent jouer un rôle. elles doivent pas peur, elles doivent jouer. Et la relance de la production. aidant ainsi l'État central pour définir les projets qu'on va faire localement. bien. Et enfin, maintenant, il y a ce qu'on appelle le transfert des compétences. C'est-à-dire que le maire, à la fin, devient un animateur économique en réalité. Il a peut-être l'écharpe du RDPC, du MRC, de PCRN et tout ça. Il est politique, mais tout maire qui vient pour dire aux populations, je suis arrivé, vous aviez quoi? Une production de 100 kg de riz par famille et par an. Grâce à moi, vous êtes déjà à 200, 300. Réalisez-moi. Ou bien vous produisez, vous consommez 5 poulets par habitant et par an. Grâce à moi, vous êtes à 10, du palpable. Ça veut dire qu'il faut avoir un niveau minimum pour comprendre ces choses-là. Et du coup, l'État central devient non celui qui contrôle et surveille ces gens-là à la loupe. Comme je crois que c'est vous qui avez dit qu'il y a une erreur possible de gestion. Parce qu'il y va de la vie des populations. Je voulais terminer par ceci. Nous sommes 1 milliard d'habitants en Afrique. Dans 30 ans, on sera à peu près 2. Comme nos jeunes-là accouchent beaucoup. Au Cameroun, nous sommes à peu près 25, 28, peut-être 50 millions dans 20, 30 ans. Je vous dis, moi je le vis tous les jours. On ne peut pas s'amuser à laisser dans un pays 30, 40, 50 millions de personnes qui ont faim, qui ne savent pas où aller. On n'a pas le choix que de bien faire. C'est le mot de la fin. Et pour bien faire, il faut avoir la conscience du bien, un minimum de crainte des institutions nationales et même de Dieu, et aimer un peu sa patrie, le patriotisme. C'est-à-dire avant de poser un acte, se poser la question, l'argent que je vais torturer là, c'est pas mieux de le laisser là où il est l'orienter, là où il veut aller. La conscience du bien. La conscience du bien pour nourrir les millions de Camerounais et d'Africains que nous serons dans une trentaine ou cinquantaine d'années. Cher monsieur, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette autre édition d'Eco-Business. Un merci particulier à l'équipe technique dédiée à cette production. Narcisse Ondoa nous a assisté à la régie studio. Jacques Bitier-Bia en assurait la réalisation et la diffusion, conjointement assurée par Landritia et Serge Somba. Merci de votre fidélité au programme d'Info TV. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.